les enfants sont les rejetons de l'homme. D'autre part, nous parlons des entrailles de la terre. Ce qui importe ici, c'est le fait que la représentation primitive identifie la charrue avec le phallus, la terre avec la femme qui conçoit, et qu'elle perçoit l'activité de la charrue comme un acte sexuel. On peut citer ici toutes les coutumes superstitieuses où la charrue joue le rôle de symbole de fertilité. Chez Échille se trouve un passage où le péché d'Œdipe consiste en ceci qu'il aurait ensemencé le champ, qui aurait dû lui être sacré, de la mer. De même, dans le livre, on voit un objet qui représente à la fois une charrue et un phallus, qui se trouve dans la décoration d'un vase grec, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas seulement d'un vase symbolique, mais d'une représentation assez réelle. Une symbolique semblable existe aussi chez des peuples ne connaissant pas la charrue, qui fouillent la terre avec une sorte de bâton pour chercher des racines. Le même investissement sexuel existe pour les deux méthodes principales pour travailler le grain. Ici, le mortier est le représentant d'un sexe féminin, tandis que le pilon représente le pénis. En anglais, to mill, to grind signifie à la fois coït et moudre. Le mot latin pilon apparaît en bas allemand, en danois. L'activité qui consiste à couper avec les outils émoussés semble investie de tendances sexuelles d'une façon analogue. Nous trouvons avec une grande fréquence la double signification de mal couper avec un outil émoussé et coïr. Par exemple, en syrien, en souabe, couper maladroitement, en allemand wickel, coïr en bavarois, weckel, couper avec un couteau mal aiguisé. En allemand, weckel, coïr, ou alsacien, wegel. En alsacien, kiser veut dire coïr, ou un couteau émoussé. En souabe, fic, couper avec un couteau émoussé et en même temps coïr, etc. La symbolique est facilement compréhensible. L'outil coupant est le membre viril, l'objet façonné. Le creux obtenu par cette activité représente le sexe féminin. Une analogie encore plus frappante touche à l'activité de forer. Un très bel exemple est donné par un mode particulier de faire du feu. Il s'agit de deux morceaux de bois dont l'un sert à percer l'autre avec des mouvements rotatifs. Une très ancienne coutume hindoue, accompagnant la production du feu sacré, fait bien ressurgir l'analogie avec l'acte sexuel. Voilà le bois tournant, le procréateur, préparer et amener la souveraine, nous voulons faire tourbillonner le feu. D'après nos vieilles coutumes, le feu repose dans les bois comme le fruit bien protégé dans la femme enceinte. Chaque jour, de nouveau, les hommes, offrant des sacrifices, chantent les louanges. Faites-le entrer dans celle qui est étendue, vous qui en connaissez l'art. Aussitôt elle conçoit, elle a enfanté celui qui l'a fécondé avec sa pointe rouge luisant dans sa trajectoire. Le feu est né dans le bois précieux. Bien que mon exposé puisse paraître très incomplet, il montre néanmoins une certaine vraisemblance de mon hypothèse. L'exécution de ces occupations majeures provoquerait chez l'homme primitif, grâce aux investissements sexuels, une excitation ou au moins une tension psychique qui s'exprimerait par des sons, de même que l'excitation sexuelle primitive aurait provoqué des cris. Ceci représenterait le moyen de communiquer à d'autres personnes la représentation de travail par la production des sons qui l'accompagneraient régulièrement.
donc la création d'un mot pour désigner ce travail. En admettant que la découverte de la première méthode de travail ait résulté dans un groupement de sons aptes à donner le nom à ce travail, comment expliquer que ce qui n'est pas du même groupement de travail servira à l'invention d'une nouvelle méthode de travail, mais qu'une nouvelle racine de langue sera créée pour chaque découverte nouvelle? Car si la tension sexuelle, par exemple, en labourant, se décharge sous la forme d'un certain groupement de sons, il est difficile de comprendre pourquoi cette tension provoquerait un autre groupement de sons sous l'influence d'une autre méthode de travail. La solution de ce problème ne me semble pas trop difficile à résoudre. Simultanément à l'invention du premier outil, un mot fut créé qui fut simultanément investi de façon à garder la double signification de coïr et d'accomplir un certain travail. Mais ce mot fut appris par la nouvelle génération longtemps avant le réveil de ses pulsions sexuelles. La signification sexuelle du mot s'effaçait, elle prenait plutôt un sens figuratif. La situation se présente d'une façon tout à fait différente pour l'inventeur d'une nouvelle méthode de travail. J'ai des raisons, j'y reviendrai plus tard, pour penser que l'invention d'une nouvelle méthode ne pouvait se faire autrement que sous l'influence d'une tension sexuelle. Il s'agit ici littéralement de l'attrait du nouveau. En accomplissant sa nouvelle méthode de travail qu'il venait d'inventer, l'auteur était en état de tension qui l'incitait à émettre des cris semblables à des interjections. Il me semble évident que si ce cri-là reprenait un autre groupement de sons que celui que ses ancêtres avaient inventé, de cette façon, l'homme créait lentement une série de mots pour désigner des affinités primitives. Tous les distinguent des autres par leur valeur acoustique, mais elles sont toutes égales parce qu'ils avaient gardé leur valeur particulière, la double signification de coïr. Le rapport étroit entre l'invention du langage et celle de l'outil me semble plus convaincante que celle qui se base sur la terreur ou l'étonnement pour provoquer la première parole. À son niveau mental, seule la répétition extrêmement fréquente, pour ainsi dire infinie, lui permit de fixer dans sa mémoire et de reproduire les premiers cris. Cette condition requise plus haut est remplie en déduisant l'origine de la parole des sons acoustiques qui accompagnaient le travail. Les chants qui accompagnent encore aujourd'hui les travaux en commun me semble avoir encore un rapport direct avec l'investissement primitif de plaisir de tout travail. Je ne crois pas me tromper en réduisant l'origine des racines du langage aux travaux exécutés par un groupe. Ceci expliquerait la consolidation et la survie de ces pratiques, puisqu'elles auraient été apprises par tout un groupe d'hommes à la fois. Quelques lecteurs doutent sans doute de l'exactitude de notre supposition que l'invention de nouvelles méthodes de travail ne se produisait que sous la pression d'une tension sexuelle. Il me semble difficile à admettre qu'il y a là un pur hasard, que presque toutes les méthodes de travail sont sexuellement investies et qu'elles rendent possible, provoquent même une comparaison avec l'activité sexuelle. Ceci ne peut s'expliquer que par le fait que les fantasmes sexuels de l'homme ont déjà participé de façon déterminante à la création de cette méthode. À partir du moment où l'homme n'avait plus de période de rut comme les animaux, il lui arrivait souvent de ne pas avoir une femelle à sa disposition. Il était donc obligé de chercher un autre moyen de décharge pour déployer ses forces. Il préférait naturellement une activité ayant une ressemblance quelconque avec l'acte sexuel, pouvant lui servir de remplacement.
le lecteur s'est aperçu que j'ai abordé un sujet bien discuté. Récemment, Sigmund Freud et ses élèves ont insisté sur le rapport étroit des conquêtes de la civilisation et de telles pulsions sexuelles insatisfaites. Il nous suffit ici de constater que les pulsions sexuelles jouent un rôle très important dans la vie spirituelle des hommes, et d'autant plus que nous nous rapprochons de l'origine de la civilisation humaine. Par conséquent, il faut attribuer sa place à ces pulsions aussi dans le domaine concernant l'origine du langage. La plupart des lecteurs refusent probablement de croire à cette monstruosité, qu'au moins la majorité des sons n'auraient signifié à l'origine qu'une seule et même chose, l'acte sexuel. D'une part, nous sommes trop pris dans nos règles modernes de bienséance pour prononcer sans aucune gêne des mots sexuellement investis, et d'autre part, il nous semble invraisemblable qu'un seul concept aurait pu se différencier en ce nombre infini de significations dont une langue moderne dispose. L'une et l'autre des objections peuvent être facilement surmontées. Je saute maintenant un paragraphe où il développe le développement du langage à partir de ses racines pour arriver aux phrases et à la différenciation des catégories, des mots, des substantifs, etc., parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec les antécédents. J'en arrive à la deuxième partie de son travail où il y a beaucoup d'étymologique. Ma théorie sur l'origine du langage a l'avantage d'être mise à l'épreuve de façon pratique. En affirmant à l'encontre de nos sentiments modernes que toutes les significations d'une langue dérivent de la signification principale coïr, je suis obligée de prouver que les mots désignant les choses sexuelles ont réellement une grande capacité de développement concernant leur signification. De la richesse du déplacement de signification historiquement démontrable concernant ces mots, dépendra le bien fondé de mon hypothèse. En prenant quelques exemples de mots sexuels, je vais examiner leur force d'expansion. Je suis obligée de me limiter au domaine des langues germaniques, mais si ma pensée est exacte, cela se trouvera dans n'importe quelle langue. Dans mes exemples, il s'agit parfois de mots appartenant à un dialecte moderne, puisque ces mots particuliers manquent souvent dans la langue écrite. Je ne me cache pas que ce procédé représente une source d'erreur, mais j'espère que le résultat principal ne sera pas influencé par les erreurs de ce genre. Je commence avec le mot Geheir. Ce mot apparaît dans l'ancien mot allemand, dans la signification et en même temps de coïr. Le développement ultérieur de la signification se fait à partir de la signification coïr. Relativement tôt, dans les premiers stades de base allemand moderne, ce mot prend la signification de vexare, maltraité. Un autre auteur ancien a certainement raison en disant que la signification générale de maltraité vient de la signification plus spéciale de maltraité en violent. La signification maltraité de Geheir est donc prouvée à une période assez ancienne. L'expression à l'origine probablement très forte de « que le diable te batte » perdait son sens propre grâce à son emploi extrêmement fréquent et par le détour de tourmenter, importuner, s'ensuivait la signification plus faible d'agacer qui s'emploie encore aujourd'hui dans un dialecte suisse. Agacer devient taquiner, puis tromper. Une autre ligne de développement part également de maltraiter,
jeté violemment par terre, cassé, jeté par la transformation de l'usage transitif à l'usage intransitif, devient tombé.